Nous allons, le décor ainsi planté, préservation des acquis de développement, septennat unique. Monsieur Joël Ataï-Guédébé, du principe du septennat unique, que comporte-t-il? Quel est-il déjà et que comporte-t-il en termes d'avantages et d'inconvénients pour nos systèmes politiques? Posé comme ça, je reçois brutalement votre question. Oh, désolé. Non, il n'y a pas de lien avéré, a priori. Donc, je préfère une approche par indicateur et par évolution, palier par palier, pour évaluer où est-ce qu'on en est et quels sont les outils qui nous permettent de nous maintenir, voire d'aller un peu plus loin. Ça pourrait être un mandat d'un an, pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien oui, donc... Et en Suisse d'ailleurs, le président de la République est un collège de 7 ou de quelques... est un collège pluriel, un peu comme le conseil présidentiel laboré au Bénin, qui était de 3 membres. C'est une tournante où les gens font qu'un an. La Suisse, que je sache, n'est pas abonnée aux abîmes du sous-développement. Donc, la longueur du mandat, le type de mandat ne renseigne pas ou est encore moins une garantie par rapport aux bases du développement socio-économique d'un pays. La démocratie, en tant que système où la liberté est fortement présente, où la compétition ne l'est pas moins, favorise l'émulation. Je rebondis sur ce que disait le professeur Dodianouzou par rapport à la valeur du travail dans un pays. Et donc, la démocratie à travers l'émulation, à travers la compétition économique, et si on adopte le libéralisme économique, vous avez vu les Chinois s'y mettre un peu du côté de Shanghai et autres. Bon, donc, quelque part, c'est un outil de productivité, de rentabilisation à travers le capitalisme, voire l'exploitation de l'homme par l'homme. N'ayons pas peur des mots, des situations. Le sociologue pourra nous dire terre à terre dans quoi ou de quoi on parle. Maintenant, un septennat, j'ai dit pourquoi pas un mandat d'un an, pourquoi pas un quinquennat, pourquoi pas, voilà, ainsi de suite. Donc, ne fétichisons pas les mots, les concepts. Le mandat unique en lui-même peut être séduisant. Quelqu'un comme le candidat Patrice Talon en 2016 a essentiellement été identifiable dans sa campagne électorale par rapport à cette thématique-là. Pourquoi est-ce que ça a été enterré en cours de jeu? On invoque les intérêts politiciens ou l'adversité de la classe politique du moment, mais même s'il a pu trouver un parlement hostile jusqu'en 2019, ou relativement challengeant, de 2019 à 2021, pour ne pas dire 2023, où nous venons d'avoir à nouveau un parlement pluraliste, le président Talon, qui était le chantre du mandat unique, a quand même eu un boulevard devant lui avec une majorité absolument rare dans l'histoire des démocraties, pour ne pas dire de l'unanimité au Parlement. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été à l'ordre du jour? Pourquoi est-ce que ça n'a plus été à l'ordre du jour au niveau de la classe politique, malgré des partis réorganisés? Je n'ose dire mieux organisés. Parce que s'il était, il commencerait par satisfaire une de leurs fonctions, celle de porter des propositions fortes, d'agréger des courants d'idées dans la société et notamment de porter le débat lui-même. Je trouve étonnant, et c'est peut-être à juste titre, que des cercles de la société civile, des cercles de citoyens, en dehors des partis politiques, soient plutôt les porteurs, ou peut-être les agitateurs de cette idée qui a disparu en cours de route malgré le brillant soutien, le soutien quasi unanime dont bénéficie le locataire de la marina au Bénin,
fort heureusement, il n'y a pas qu'au Bénin qu'on parle de mandat unique. Ailleurs, il y a eu des versions différenciées du mandat unique. Je laisse la durée de côté d'abord. Dans le principe, et ça veut résoudre en partie le problème de l'alternance, de l'éternisation au pouvoir des uns et des autres, et pourquoi pas de l'efficacité. Bon. C'est intéressant en soi dans les objectifs propres du dit concept. Et on voit ailleurs que finalement, ce n'est pas un mandat long, unique, qui se fait, mais généralement un mandat alternatif, non consécutif. En Amérique latine, la tradition est par exemple de être élu 2 fois de suite, notamment en Argentine. Enfin, pendant longtemps, ça a été ça, jusqu'à Haïti. Mais de plus en plus, surtout le Mexique l'a beaucoup pratiqué, et ça n'a pas empêché le PRI d'être constamment au pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir dégager des candidats aptes quand même à gagner le pouvoir d'État. En réalité, le défi serait, et je reviens à la question de la règle de droit, de ne pas nous autoriser à la petite semaine le détournement du système des règles. Je laisse même de côté, pour ne pas dire, je mets en toile de fond la grande question des valeurs. Est-ce que les gens sont au moins démocrates, à défaut d'être en démocratie? Quel est notre degré de culture, de conviction démocratique? Si nous ne sommes pas habités par cela, ma foi, nous serions là à deviser jusqu'à terme. Mais si la démocratie, ou si le système, la vie publique, la vie politique dans notre pays était animée par suffisamment de gens mus par ces valeurs-là, ce ne serait même pas un problème que d'avoir l'alternance. Que ce soit pour 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il suffit qu'on s'entende sur les règles, la manière de les modifier conformément. Et donc je parle de la règle de droit qui s'inspire même de la morale. Et le droit, en partie, c'est la morale généralement ou assez largement acceptée dans une société et qui est codifiée pour que le plus fort ne soit pas toujours, que la société ne soit pas réduite à l'état de bête. Et donc je vais finir en disant que c'est à travers un débat en toute connaissance de cause que nous pourrions décider, décréter que le septennat serait le meilleur moyen pour nous de garantir ce que nous avons pu accumuler, ce que nous avons pu réaliser jusque-là à travers la démocratie, à travers les progrès économiques et sociaux de notre pays. Donc il n'y a pas d'adéquation, d'équivalence automatique entre la préservation des acquis, le développement et le système politique, encore moins le mandat et sa durée. Même des mandats qui seraient renouvelables à l'infini pourraient assurer la stabilité d'un pays et la garantie, la préservation des progrès socio-économiques. À l'inverse, une trop grande instabilité peut aussi fragiliser ou empêcher la construction durable du développement. Donc la question reste ouverte pour moi, en tout cas. Merci, M. Ataï-Guédébé. Madame Oudad Mama, est-ce que vous pensez, comme M. Joël Ataï-Guédébé, qu'il n'y a pas de lien direct entre le septennat unique, la préservation des acquis de développement et derrière, selon vous, quel problème peut régler le septennat unique en comparaison au quinquennat renouvelable? Alors, merci pour votre question. Comme le disait Joël Ataï-Guédébé, il n'y a pas de lien immédiat, mais il y a quand même une corrélation à faire parce que lorsqu'on parle de septennat, en fait, la réflexion, l'origine de la réflexion, la source de la réflexion autour du septennat unique, autour du mandat unique, que ce soit un septennat d'ailleurs ou un quinquennat, comme il l'a dit par ailleurs, l'origine c'est comment renforcer nos systèmes, comment renforcer la résilience de nos systèmes démocratiques, donc d'une part contre les appétits voraces de certains membres de la classe politique,
On a un ancien président de la République qui a parlé du pouvoir politique comme étant une drogue dure, donc il s'agit de prémunir les individus contre les effets dévastateurs et contre les attraits du pouvoir. Il s'agit également de parler, on a parlé d'alternance, effectivement, c'est censé favoriser l'alternance, mais il s'agit également d'un peu échapper à la problématique de la réélection après un quinquennat ou après un septennat. Donc c'est-à-dire qu'on a observé effectivement que quand un dirigeant accède au pouvoir, la plupart du temps via le suffrage universel direct, il dispose de 100 jours qu'on appelle un état de grâce. Il dispose de 100 jours qu'on appelle généralement un état de grâce où, bénéficiant de toute la confiance, de toute la légitimité que lui a octroyé les urnes, il met en œuvre les dispositions les plus dures, les dispositions les plus clivantes, les plus grandes réformes de son projet politique. Et puis, le mandat se déroulant, on a ce courage politique finalement qui s'étiole, et on a vers la fin du mandat, c'est quelque chose à double tranchant. Soit, on courtise l'opinion publique à nouveau, on la courtise via des mesures populistes, via des mesures qui peuvent rassurer finalement ses instincts les plus bas, parce que le peuple est parfois pas informé, parfois victime de désinformation, parfois nourri par la peur plus que par les faits réels. Donc finalement, c'est à double tranchant, je vous disais, parce que d'une part, il est nécessaire de porter que le dirigeant porte les aspirations du peuple, mais d'autre part, il faut également concilier cet impératif-là avec celui d'incarner un réel leadership. Je m'explique par réel leadership, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un responsable politique est censé porter vers le haut une collectivité et l'emmener à voir ce qu'elle ne voit pas forcément. Être du bon côté de l'histoire, être du bon côté du progrès, même si, à un temps T, à un temps donné, la masse, la population, ne va pas dans ce sens. On a par exemple l'exemple de François Mitterrand qui a aboli la peine de mort, alors que la population française en général était contre l'abolition de la peine de mort. On sait que c'est dans le bon sens de l'histoire. Donc ce genre de courage politique qui s'étiole à la fin du mandat. Donc c'est quelque chose que la question du mandat unique est censée résoudre, puisque l'on dit que le temps que l'on passe à durer, on ne le passe pas à agir. Donc cette espèce de dichotomie que la question du mandat unique est censée régler. Ensuite, quelles sont finalement les problématiques que peut poser le mandat unique? On a le problème effectivement de la continuité. Est-ce que c'est assez? On peut dire 5 ans, on peut dire 7 ans. Est-ce que c'est assez pour réellement dérouler une vision? Ensuite, on a le problème de la cohérence de l'action publique. Est-ce qu'on n'a pas un risque de 2 pas en avant, 1 pas en arrière? On n'a pas un risque d'éternel recommencement si, comme ça, à la tête de l'État, se succèdent des hommes qui ne portent pas, dans les fondamentaux évidemment, les mêmes projets politiques. On a ensuite le problème de la verticalité du pouvoir, parce que lorsque vous avez un chef de l'État comme ça qui est élu et qui est censé changer d'ailleurs à régularité, avec une régularité donnée, donc soit 7, soit 5 ans, donc on a quand même le risque de présidentialisation des régimes, alors que, notamment sous nos tropiques, on a quand même à évoluer au-delà de la figure du chef qui est sacralisé quand même dans nos cultures, vers quelque chose de plus horizontal en termes de gouvernance. On sait notamment que la décentralisation ici au Bénin a été un échec, ça c'est quelque chose que toutes les études, une conclusion partagée de façon assez consensuelle par l'ensemble des études. Donc on a besoin d'horizontalisation et non pas d'une verticalisation encore appuyée de la gouvernance. Donc c'est un problème également que pose
repose la question du mandat unique. Il me semble que j'ai oublié une partie de votre question, mais Je crois que ça peut aller. je pense que c'est OK. D'accord, merci, je vous remercie. Professeur Pierre Mozouri, aujourd'hui, au regard de l'évaluation du système qu'on a, est-ce que vous pensez qu'on a raison de penser, vous pensez qu'on a raison de parler aujourd'hui, de poser le débat du septennat unique et derrière, à côté du quinquennat renouvelable, quel problème il règle? Je voudrais vous remercier pour la question et remercier mes collègues qui m'ont devancé sur la même thématique. Nous, on n'a pas raison de penser ça. Le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème ne se pose pas dans la durée. Le problème se pose dans la conception même de l'État. Tout à l'heure, nous avons dit, est-ce que nous sommes suffisamment démocrates ou bien nous sommes suffisamment en démocratie? Donc, le problème ne se pose pas là. Lorsque vous parlez de durée et d'unicité, donc unique, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'unique. Si nous décidons, que chez la démocratie aussi, c'est le respect des tests qu'on s'est donnés, si nous décidons que le mandat sera unique, les rares choses que nous gagnons, c'est que celui qui est élu, il s'occupe ce qui ne reviendra plus. Il s'occupera de terminer. Pour moi, c'est la seule chose qu'on va gagner. Mais quand le mandat est double, il travaille jusqu'à un certain niveau et il pense à sa réélection. Il commence par créer des courtisans, des partisans, de tout ce qu'on veut. Il met les dernières heures ou les dernières années à préparer sa réélection. Mais si réélection il n'y a pas, il fonce et il travaille. C'est la seule chose que moi je retiens. Donc, c'est l'unique là que je retiens et c'est la force que l'unique peut apporter. On trouvera d'autres faiblesses. Maintenant, quel est le problème réel dans nos États? Le problème réel ou bien la solution qu'on pouvait trouver, c'est qu'on ait des orientations générales nationales, des repères nationaux, un peu comme la Constitution. Il faut des documents, il faut des lignes, il faut des trajectoires. Et quiconque devient président de la République, quel que soit le programme spécifique que lui, il fera, les projets qu'il montera, ce sont des projets qui vont s'inscrire dans ces orientations générales. Il n'y a plus nulle part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ces programmes, qui doivent être en adéquation avec les orientations nationales, contrôlées par les institutions, parlement, tout ce qu'on pourra imaginer, il vient apporter son petit bout. Et s'il part, nous n'aurons plus de remise en cause. Nous n'aurons plus des éternels recommencements. L'autre qui viendra après ce régime ou après ce mandat, il est aussi obligé d'inventer des programmes, de mettre en place des projets et programmes pour aller dans l'orientation générale, dans le futur que nous voulons pour notre pays. En un an, je programme de prendre une petite part de cette orientation générale. En 12 mois, j'ai fini. Je pars. Quelqu'un d'autre vient. Il programme. Il ne peut pas programmer en dehors de cette orientation. Il est dedans. S'il n'est pas dedans, les institutions, pour le contrôler, disent non, ce programme-là ne convient pas parce que les résultats remettent en cause notre orientation. Mais aujourd'hui, on a quoi? On n'a pas d'orientation. Donc, on est face à un éternel recommencement. Quand un régime se met en place, il travaille, il part, l'autre régime arrive, il estime que tout ce que l'autre a fait est mauvais, il le remet en cause, il casse tout, il reprend, il recommence. Dans ces conditions, le débat peut se poser. Mais dans la condition où nous avons déjà la voie qui est tracée, qui est complètement balisée, il faut maintenant poser des pas. Moi, je peux décider de poser un pas après l'autre pour aller dans la même direction. Celui qui vient avant ou après moi, il va décider de poser des pas, deux pas joints, deux pas joints, deux pas joints. Mais dans tous les cas, on ne sortira plus de la route, on restera dans la route. Ce travail-là nous manque en Afrique. Je sais que dans certains pays très développés, quel que soit le programme que les démocrates ou les républicains vont apporter à la société américaine, il y a des balises, il y a des écarts. On sait là où on veut aller. On connaît nos grands défis, on connaît les grandes déclarations et on est dedans. La forme par laquelle on rentre dedans, la méthodologie pour laquelle on rentre dedans, ça diffère.
et ça va davantage régler le problème. Pour dire quoi? La consolidation des acquis de la démocratie ne passe pas par la durée du mandat. Il passe par les hommes, il passe par les conditions. Ce qui pourrait impacter durablement la question de remise de l'éternel recommencement, comme je le disais, c'est est-ce que je viens pour préparer mon deuxième mandat ou bien je viens pour travailler, je travaille et je m'en vais. Ça veut dire que je n'ai même plus les 100 jours de délai de grâce. Dès les premiers jours, je bosse. Et c'est ça qui est normal parce que avant de me faire élire, j'ai dû réfléchir à tout ça. On m'a élu sur la base d'un programme. Je suis opérationnel le premier jour où j'ai prêté serment. Le système américain, une fois encore, me plaît bien parce que même des mois à l'avance, vous êtes président, vous préparez votre entrée en scène. Vous avez le temps de le faire. Ici, c'est le 6 août que on découvre, ou bien le 6 avril, on découvre qu'on est président. On avait un programme ou une fiche programmatique. Il faut passer 6 mois à écrire le programme. Il faut remplacer le ministre. Il a besoin de 6 mois. On est au-delà d'1 an et puis après, on ne fait plus rien. Si on change ces choses, on se rendra compte que septennat, quinquennat, ce n'est pas ça.